Bon, on ne va pas se mentir, cet épisode me fait peur. Et je l'ai toujours considéré comme mon némésis. Pourtant, se toiser d'avoir une chaîne de vulgarisation sur le vin et ne pas aborder un jour la Loire, c'est proprement impensable. Une hérésie, oserais-je même dire. Il faut dire qu'avec ses quelques 56 900 hectares en 2020, la Loire n'est ni plus ni moins que la 3e région productrice de France. Un mastodonte donc, et pourtant, vous savez, lorsque je me lance dans l'écriture d'un script d'un épisode traitant d'un vignoble, j'ai toujours des associations fortes qui me viennent en tête. Le Bordelais, l'influence britannique, le classement de 1855, la place bordelaise, les énologues de renom, le système Parker. La Champagne, l'invention des vins effervescents, la créa fleurante, les grandes maisons, le rôle précurseur du marketing, ou encore la protection juridique de sa marque, si âpre qu'elle a même réussi à faire plier Apple et Yves Saint Laurent. Même pour le petit vignoble du Jura, je pense instantanément vin jaune, vin de paille, savagnin, Henri Merle vin fou, Pasteur, ou encore l'accaparement récent des terres par les maisons bourguignonnes. Mais si vous me dites la Loire, d'instinct je vous réponds pfff. Alors, évidemment, le fait d'avoir grandi au nord de la région Rhône-Alpes n'aide pas forcément. Ma non-proximité géographique d'une grande majorité de ces appellations étant un vrai frein à son apprentissage. On parle quand même d'un vignoble qui s'étend sur plus de 14 départements et va des portes du Forêt jusqu'à l'estuaire de la Loire, soit près de 700 bornes tout de même. Et c'est juste titanesque. Ainsi, je ne vais pas y aller par 4 chemins, il me sera bien impossible de vous parler du vin de Loire. Par contre, et même si cela risque un brin de tourner au cours académique, superficie massive oblige, je vais tenter de vous parler des vins des vignobles de Loire pour ce tout nouvel opus que j'ai décidé d'intituler, en m'inspirant d'une célèbre maxime anglaise, la Loire, trop grande pour réussir? Ma famille habite dans le Loir-et-Cher, ces gens-là ne font pas de manière. Alors, mes chers amis, la Loire, par quel bout allons-nous bien pouvoir nous y prendre? Eh bien, pour mieux l'appréhender, nous allons devoir la sous-diviser en 5 sous-ensembles que sont le vignoble nantais, le vignoble d'Anjou-Saumur, le vignoble de la Touraine, le vignoble du Centre-Loire, et enfin, le vignoble d'Auvergne. Cependant, je tiens à dénoter que, historiquement, on pourrait adopter une autre nomenclature. Dans le superbe ouvrage La Loire et ses vins, 2000 ans d'histoire et de commerce, écrit par Emmanuel Brouard et qui fut une source d'inspiration prépondérante pour la rédaction de cet épisode, l'auteur les classe en 4 blocs distincts. Les vins des pays hauts, Auvergne, Bourbonnais, Roannais et Nivernais, et même, dans une certaine mesure, le Mâconnais et le Beaujolais. Les vins de l'Orléanais et du Blésois, les vins de la Touraine, du Saumurois et de l'Anjou, et enfin, ceux du pays nantais. Et si en lisant ce magnifique livre, on comprend mieux cette distinction, j'opterai plutôt pour le système de 5 sous-régions, puisqu'étant plus proche de sa géographie actuelle. Ce qu'il faut savoir, déjà, c'est que ces 5 grands ensembles sont majoritairement dominés par les vins blancs, puisque, d'après les chiffres d'Interloire, ceux-ci représentaient 44,7% de la production, suivi par 26% de rosé, coucou les cabernets d'Anjou, 18,8% de rouge et 10,4% de bulles. Et si vous vous demandez pourquoi une telle prédominance des cépages blancs, c'est tout simplement parce qu'avant que le dérèglement climatique ne vienne s'en mêler, on estimait que la latitude idéale pour vinifier de grands vins était le 45e parallèle nord, et que les raisins rouges étaient plus propices pour se développer au sud de celui-ci, et les blancs au nord de celui-ci. Les vignobles de Loire, donc. Si nous n'avons formellement les premiers témoignages écrits de la création du vignoble qu'à partir du 6e siècle, on estime cependant que son apparition daterait du 1er siècle via, aux surprises, la domination gallo-romaine. Et, aux nouvelles surprises, ce sont les moines, via leur réseau d'abbayes et de monastères, qui vont contribuer au maintien et à l'essor de la viticulture ligérienne. Et, aux surprises au cube, le développement des vins de Loire a été en grande partie corrélé à l'aménagement des affluents et des canaux du célèbre fleuve. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'on parle des vins de Loire. Ah bah oui, je sais ma bonne dame, on en apprend des choses dans cette émission. En effet, celui-ci va orienter les développements à géométrie variable des différents sous-vignobles qui le composent. Par exemple, s'il était relativement facile de descendre à la voile depuis Roanne pour l'Orléanais, il était en revanche bien plus compliqué de remonter le fleuve et les bateliers devaient recourir au halage, un mode de traction terrestre des bateaux, d'où de lourds surcoûts, et donc une meilleure disponibilité des vins d'Auvergne et du centre dans l'Orléanais que l'inverse. De même, le débit de la Loire fluctuant selon les saisons, il dictait le rythme des échanges commerciaux. Une fois les vendanges terminées, il était plus facile de naviguer à partir des crues de novembre. Ainsi, en 1753,
Les mois de novembre, décembre, janvier et février concentraient près de 73% des transports viticoles. Je pourrais aussi vous parler de la question des canaux affluents de la Loire. Vous vous en doutez, mais le fleuve a connu de nombreux aménagements. Aménagements qui ont permis l'essor des vins ligériens sur certains marchés. L'auteur nous expliquant par exemple que, grâce à la création du canal de Briare en 1642, puis du canal d'Orléans en 1692, la Loire a pu rejoindre le Loing, lui-même affluent de la Seine, et donc, in fine, approvisionner plus rapidement la capitale. À ces questions de navigabilité, c'est bien évidemment ajouter tout un contexte économique complexe, façonné au gré des privilèges locaux, des barrières douanières des seigneuries régionales, ou encore de l'influence pécuniaire des grands bassins de population. Vous ne serez ainsi guère surpris d'apprendre que l'Orléanais fut un poids lourd historique de la viticulture française, grâce aux liens très étroits qu'il entretenait avec la royauté. C'est donc tout ce joyeux méli-mélo lié en navigabilité, aménagements fluviaux et échanges marchands qui va rythmer le développement de ces régions viticoles pendant près de 15 siècles avant que les vins des vignobles de Loire ne prennent un nouvel élan commercial. La ville de Nantes va être l'un des centres névralgiques de cet essor, puisque si en 1495, les arrivées des vins de Loire ne représentaient que 4752 tonneaux, en 1571-72, c'est 28 200 tonneaux qui transitèrent, soit une multiplication par 6 en seulement 8 décennies, portée par les Bretons. C'est donc l'heure de l'instant fierté bretonne. À Brest, il ne pleut que sur les cons. En effet, à cette époque, cette sainte province connaît une grande prospérité économique basée sur la fabrication d'étoiles, le transport maritime ainsi que la pêche. Ce développement économique majeur va être un véritable coup d'accélérateur pour le vignoble nantais, puisqu'en 1631, sur les 40 651 tonneaux expédiés en direction de la Bretagne, 41% provenaient du pays nantais, tandis que les 60% restants correspondaient aux vins de l'Amont, Anjou, Touraine, Saumur, Orléanais, etc. Cependant, en cette même année, il est à dénoter que, si la Bretagne représentait 57% des envois totaux de tonneaux expédiés depuis le port de Nantes, un nouveau peuple, beaucoup moins sain celui-là, commence à se tailler une jolie part du gâteau avec 20% d'exportation, les Hollandais. Ça l'Hollandais de mes deux. Responsables des 3/4 du commerce de la ville en 1654, ils vont faire mainmise sur le négoce ligérien. Un contrôle qui ne va pas se faire sans heurts. Déjà, d'un point de vue de la qualité, les marchands ayant la vilaine habitude de transformer les vins pour les adapter au goût des consommateurs de l'Europe du Nord. Mais aussi d'un point de vue de la montée de l'hostilité des populations locales envers les dits négociants. Ils nous volent notre travail. Des agressions de Hollandais vont petit à petit émerger, et en 1685, lors de la révocation de l'édit de Nantes, qui avait pour finalité d'accorder une tolérance religieuse des catholiques envers les protestants, nombre de Hollandais, qui étaient protestants, décidèrent de fuir la ville, et d'où notamment l'exportation du fameux cépage chenin en Afrique du Sud, CF mon épisode 3 de cépage sorcier. Enfin, le dernier levier de ce développement sera l'émergence, ou plutôt l'accélération d'une consommation populaire du marché parisien. En effet, si historiquement la dégustation de vin était l'apanage de la bourgeoisie, à partir du XVIe siècle, bien poussée par les vins courants servis dans les cabarets et les guinguettes, elle va prendre un virage très ouvrier. Ainsi, si Paris importait 610 740 hectolitres de jaja au milieu du XVIIIe, au milieu du XIXe, c'est plus d'1,5 million d'hectolitres qui affluaient sur la capitale. Une augmentation massive qui va faire la joie des proches vignobles de l'Orléanais et du Blésois, puisque, d'après les registres commerciaux d'époque, déjà en 1702, il représentait près de 57% des approvisionnements parisiens. Et si vous êtes des habitués de Vinstache, si ce n'était pas le cas, je vous rappelle qu'il est possible de vous abonner et d'activer la cloche via cette simple manipulation. Vous le savez, ce maudit puceron qu'est le phylloxéra va venir rabattre les cartes de l'hégémonie ligérienne. Alors, certes, l'épicentre du ravageur étant localisé dans le Languedoc, il touchera à des degrés bien plus tardifs les terroirs ligériens, mais pourtant ne sera pas sans conséquences. Notamment pour l'Orléanais. Plus grand vignoble du bassin de Loire avec ses 38 000 hectares en 1852, il ne représentait en 2015 plus que 212 malheureux hectares. La faute au phylloxéra donc, mais aussi à une reconversion des terres agricoles vers la production de blé sous le Second Empire, à la concurrence des rouges sudistes une fois l'ouverture des voies ferrées, ou encore à l'urbanisation. Et en 2023, quelles sont les clés de compréhension des vins des vignobles de Loire? Au regard de sa superficie et de son histoire, vous vous en doutez, les maîtres mots sont diversité et complexité. Ainsi, dans un exercice de style s'apparentant bien trop à un cours magistral, je vous propose de remonter d'aval
En amont, le vignoble nantais représente aujourd'hui 12 600 hectares et il est réparti en 7 appellations, dont la plus connue est celle du muscadet. Et si elle est elle-même fragmentée en plusieurs sous-appellations muscadet, dans lesquelles je ne rentrerai pas dans le détail pour ne pas alourdir mon propos, je vous dirai simplement de retenir qu'avec ces 7900 hectares, les muscadets représentent près de 62% de la production du vignoble nantais. Pourquoi donc ? Au XVIe siècle, le vignoble nantais était principalement destiné à produire des eaux-de-vie. En effet, les marchands hollandais, dont la légende veut aussi qu'ils furent les géniaux inventeurs du divin cognac, avaient, comme nous l'avons vu précédemment, l'emprise sur le marché local. Or, pour faire de grandes eaux-de-vie, il vous faut distiller des vins faibles en alcool, peu sucrés, relativement neutres en goût et à l'acidité élevée. Ainsi, le cépage gros plan, aussi appelé folle blanche, et aujourd'hui à la base de l'appellation gros plan du pays nantais, était-il prédominant. Mais avec le déclin de la consommation des eaux-de-vie, les vignerons se sont rendus compte que le melon de Bourgogne, le cépage à partir duquel les muscadets sont élaborés, était d'une parfaitement adapté au sol de roches éruptives du massif armoricain sur lequel il est planté, et de deux, donner naissance à des vins bien plus qualitatifs. Mais malheureusement, la région gardera cette image de terroir parfaitement adaptée pour la confection de vins à distiller. Et cet amalgame entre gros plan et muscadet desservira ce dernier, alors que, pourtant, il donnera naissance à de jolis vins blancs marqués par leur salinité, leur acidité, et qui pianotera entre d'exquises notes d'agrumes, de citron vert, de fleurs ou encore de coquilles d'huîtres. Il est maintenant temps de s'attaquer à l'iconique vignoble d'Anjou et de Saumur, qui, avec ses 21 400 hectares, représente près de 38% de la production ligérienne. Et pour mieux les appréhender, je vais là encore malheureusement devoir prendre quelques raccourcis. La partie ouest du vignoble est dominée par des sols noirs, composés de schiste et de grès. D'où le fait qu'il soit baptisé localement l'Anjou noir. La partie est, quant à elle, est composée de terre blanche résultant de l'altération de la craie, les fameux tuffeaux, d'où son nom d'Anjou blanc, et qui aura tendance à exacerber le caractère ciselé, salin et minéral des vins. Ce terroir, on le retrouvera notamment dans le vignoble de Saumur. Et si en 2019, l'appellation Anjou produisait majoritairement des rouges avec 62% de l'ensemble des vins élaborés, la réalité est que le vignoble de l'Anjou, qui comprend bien évidemment l'appellation Anjou, mais aussi des AOP de légende comme Quart de Chaume ou Bonzo, doit sa réputation à ses vins blancs nés de son iconique cépage qui est le chenin blanc. En effet, historiquement, ce sont les vins blancs moelleux nés sur les coteaux du Layon qui ont construit sa réputation. Mais ce style tombant petit à petit en désuétude, ce sont les blancs secs qui ont pris le dessus. Et comment ne pas évoquer les mythiques appellations Savenière, Savenière Roche-aux-Moines et Coulée de Serran, qui font la fierté des Angevins depuis le XIIe siècle et qui comptent parmi les plus grands blancs secs au monde. Quant à Saumur, c'est un joyeux bordel entre l'appellation Saumur, qui produit massivement des vins blancs mousseux, les appellations Saumur-Champigny et Saumur puis Notre-Dame, qui ne produisent que des vins rouges issus des Cabernets Francs et Sauvignon, et l'appellation Coteaux de Saumur, destinée uniquement aux blancs moelleux. Très simple pour le consommateur néophyte qui souhaite s'initier. Je sais que je vais donner de l'urticaire aux locaux, mais je passerai relativement rapidement sur le vignoble de la Touraine, qui, malgré ses 16 200 hectares pour 28% de la production ligérienne, possède certaines similarités avec l'Anjou/Saumurois. D'où, pour en revenir à l'introduction de cet épisode, le fait que, dans La Loire et ses vins, Emmanuel Brouard parlait des vins de la Touraine, du Saumurois et de l'Anjou. À l'ouest, ces sols sont composés eux aussi de tuffeaux craie blanche. La partie est est en plus composée de sable et de silex. Ce sont, là aussi, principalement les vins blancs qui en ont fait sa réputation, notamment l'appellation Vouvray, dont la célèbre abbaye de Marmoutier fut l'épicentre de la qualité tourangevine. Cependant, les amateurs de rouge penseront forcément aux vins issus des fameuses appellations Chinon, Bourgueil et Saint-Nicolas de Bourgueil. Un essor des rouges qui a pris, comme vu précédemment, grâce à la demande parisienne, mais aussi à cause de l'évolution des modes de consommation, penchant pour un désintérêt du blanc au début du 19e siècle. Seulement, le vignoble de Touraine, aujourd'hui, ce n'est pas que cela. C'est aussi les coteaux du Vendômois, où l'on retrouvera le rare cépage noir que j'aime beaucoup, qu'est le Pinot de Nice, coucou le domaine Colin, mais aussi des rescapés historiques du Blésois, avec Cheverny et Cour-Cheverny, qui sont pourtant de faux amis, puisque si Cour-Cheverny ne peut produire que des blancs issus de l'unique cépage romorantin, l'appellation Cheverny, elle, a un encépagement très similaire au vin du Centre-Loire, dont nous reparlerons juste après, et pourra donner naissance à des blancs, des rouges et des rosés. Et d'où la volonté de l'AOC Cour-Cheverny de se rebaptiser à l'avenir en AOC Chambord, afin de mieux marquer cette différence. Et puis aussi parce que, on ne va pas se mentir, à l'international Chambord, c'est quand même bien plus bandant commercialement. Enfin, comme évoqué précédemment, il ne reste qu'un maigre héritage du passé viticole glorieux de l'Orléanais,
Alors passons au Centre-Loire. Une région qui ne concentre que 5900 hectares pour 10% de la production, mais qui, avec des appellations iconiques comme Pouilly-Fumé, Sancerre ou Menetou-Salon, a su se faire une place de choix sur l'échiquier des vins à la renommée mondiale. Et je dirais que si un mot devait caractériser ce vignoble, cela serait carrefour. Un carrefour géographique, d'une où s'entremêlent Marne, calcaire, silex et grave, mais aussi un carrefour d'influence. En effet, si la région doit la réputation de ses vins blancs au cépage Sauvignon blanc, qui n'est pas, comme une croyance populaire le laisse supposer, un plan bordelais, mais bien une variété ligérienne. Pour ce qui est des rouges, sa proximité avec la Bourgogne l'a orienté sur le cépage Pinot Noir pour les appellations où l'on retrouve des sols d'argile calcaire comme Sancerre. Les terroirs volcaniques du Massif central, eux, ont hérité du Gamay noir, un cépage qui a démontré toute sa grandeur dans d'autres vignobles de ce super ensemble géographique, comme je ne sais pas moi au hasard le Beaujolais. Mais joie de la Loire et de ce carrefour d'influence, j'aurais tout aussi bien pu vous parler de la confidentielle appellation Pouilly-sur-Loire, qui n'est composée que de l'unique cépage Chasselas, et cela notamment parce que les marchés anglais et parisiens en étaient très friands au milieu du 19e siècle. Enfin, les vignobles d'Auvergne et leur sol volcanique de micaschiste, de granit et de grès ne représentent qu'un petit millier d'hectares pour à peine 2% de la production. Un vignoble qui a pâti historiquement de son éloignement. Les vins d'Auvergne étant dans un premier temps concurrencés par ceux de l'Orléanais, puis par ceux de la Bourgogne lors de l'ouverture du canal éponyme. Ajoutez à cela la crise du phylloxéra, et c'est ainsi que vous vous retrouvez de 20 265 hectares en 1912 à 20 fois moins en 2023. Sol volcanique oblige, le Gamay s'est fait une place de choix, mais j'ai la conviction qu'avec le dérèglement climatique, le Pinot Noir a une vraie carte à jouer. En blanc, le Chardonnay prédomine, mais on pourra aussi retrouver des variétés rares comme le Sassy, plus communément appelé Tressalier, dans le vignoble de Saint-Pourçain. Et puis je vais m'arrêter là. Alors oui, je le sais, c'est décevant pour vous. C'est aussi décevant pour vous que cela a été frustrant pour moi que d'écrire cet épisode. Frustrant parce qu'il y a encore tellement de sujets que j'aurais voulu aborder avec vous. Ces vignerons iconiques, sa réputation de vignoble le plus accueillant pour les nouveaux arrivants, la part prépondérante des mousseux suite à la découverte de la champagnisation, ou encore son manque de reconnaissance à l'international. Mais comment, nom de Zeus, est-il possible de vous parler des vins, des vignobles de Loire dans leur ensemble, tout en trouvant un fil conducteur? À mon humble sens, c'est impossible en l'état. Par exemple, si vous me demandez si j'aime les blancs de Loire, je vous répondrai que je suis un fan absolu de Chenin, que je trouve les Chasselas de Pouilly-sur-Loire sous-cotés, que j'apprécie ponctuellement les Sauvignons blancs et les Muscadets, et enfin que je ne suis pas vraiment un inconditionnel du Romorantin et du Gros Plan. Et si vous me demandez si j'aime les vins rouges de Loire, je vous répondrai que j'apprécie énormément les Gamay d'Auvergne, mais moins ceux de l'Anjou, que je trouve les Pinots Noirs de Sancerre très intéressants, même si je leur reproche parfois un petit manque de matière, que j'ai un faible pour le Pinot de Nice dans le Vendômois, et enfin que je ne suis pas vraiment un très grand enthousiaste des Cabernets Francs et Sauvignons de Saumur-Chinon, que je trouve un peu rudes dans leur jeunesse, et portés par des marqueurs aromatiques qui ne sont pas forcément en adéquation avec mes goûts. Et cette diversité qui fait la force des vignobles de Loire, mais surtout, à mon sens, sa faiblesse, cela se ressent jusque dans leur communication. Puisque si le site vinvaldeloire.fr, qui est franchement bien branlé et qui fut lui aussi une source d'information cruciale pour la réalisation de cette vidéo, et principalement une vitrine pour le vignoble nantais, de l'Anjou, Saumurois et de la Touraine, les vins du Centre-Loire, eux, ont leur propre site. Quant aux vins d'Auvergne, je ne crois même pas qu'ils aient leur site dédié. Tout au mieux quelques pages sur le site Auvergne Destination, c'est dire. Au final, cet épisode n'avait pour humble ambition que de vous dégrossir les vins des vignobles de Loire. Pour tenter de trouver une certaine ligne directrice, il faudra s'attarder sur les spécificités propres de ces 5 sous-ensembles. Ce script étant déjà bien trop jalonné d'aller-retour entre les différents vignobles, rendant la compréhension du néophyte peu aisée, et je m'en excuse. Bref, c'est un peu l'épisode de l'aveu d'échec. À bientôt!